Ça, c'est le Sturmgeschütz, un char d'assaut qui n'en est même pas un officiellement. Et pourtant, cet engin blindé va finir par devenir une icône dans la lutte anti-char, éliminant plus de chars alliés que les célèbres Panther et Tiger réunis. Mais alors, comment un véhicule qui n'avait même pas été conçu pour la lutte anti-char a-t-il fini par devenir le plus grand tueur de blindés de la guerre? Comment les équipages de cet engin ont-ils pu subir des taux de perte atteignant 80% pendant la Seconde Guerre mondiale? Et pourquoi, malgré le fait d'être le véhicule blindé allemand le plus produit, avec plus de 10 000 unités construites, seulement un peu plus de 1000 exemplaires étaient encore opérationnels dans les derniers mois de la guerre? Nous allons répondre à tout cela à travers l'histoire du Sturmgeschütz et des équipages qui ont combattu et sont morts à l'intérieur. Mais avant de plonger dans cette histoire, un petit mot rapide. Je tenais à vous remercier pour votre soutien sur la chaîne, et pour cela je lance bientôt un projet, en lien avec les blindés évidemment, qui s'appelle Kazmat. Vous allez très vite comprendre pourquoi ce nom fait sens aujourd'hui. J'ai mis un lien en description pour vous inscrire et être tenu au courant par mail de l'avancée du projet. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Bon, maintenant, retour à notre Stug. L'histoire du Stug commence dans l'entre-deux-guerres, quand l'état-major allemand développe une nouvelle vision de la guerre, rapide, mobile et dévastatrice. Le fameux concept de la Blitzkrieg. Pour appliquer cette nouvelle stratégie révolutionnaire, il fallait abandonner les vieux concepts. Les canons traditionnels, jusqu'alors tractés par des chevaux ou des camions, étaient devenus obsolètes. Impossible de suivre le rythme de l'infanterie dans ces fameuses attaques éclairs. L'armée allemande cherche alors une alternative, créer un canon mobile blindé capable d'accompagner l'infanterie dans ses avancées rapides. Le cahier des charges était précis, il fallait un véhicule avec un profil très bas, la hauteur d'un soldat debout, avec un canon de 75 mm à tube court. Le tout dans une casemate fixe, sans tourelle rotative. Pour le châssis, les ingénieurs ne vont pas chercher très loin, ils optent pour la plateforme éprouvée du Panzer III, sur laquelle ils ajoutent une superstructure blindée pour loger l'armement principal. Alors il faut savoir qu'à cette époque, le Stug était classé dans la branche artillerie de l'armée. Il n'était pas compté comme char d'assaut traditionnel, dans la catégorie des Panzer. Et ça faisait sens à l'époque, parce que le Stug était conçu plutôt pour détruire des bunkers et des bâtiments, que pour remplir un rôle anti-char. Du coup, les équipages qui l'opéraient étaient en fait des artilleurs, pas des tankistes classiques. On va le voir un peu plus tard, mais ce détail va beaucoup compter. Environ 30 Stug participèrent à la campagne de France en 1940. Leur mission, neutraliser les casemates, bunkers et positions fortifiées ennemies. Exactement ce pourquoi il avait été conçu au départ. Et le concept fonctionne parfaitement. Les équipages apprécient rapidement son profil discret. Avec moins de 2 mètres de hauteur, l'engin était difficile à repérer, facile à camoufler et compliqué à toucher. Cette discrétion rendait le Stug incroyablement efficace pour les embuscades. Une qualité qui deviendra encore plus importante plus tard dans la guerre. Mais il y avait aussi des inconvénients, et le plus important se trouvait au niveau de son armement. Quand un Stug tombait face aux chars ennemis, leur canon court, ou plutôt leur obusier, et la faible vélocité de son obus s'avérait quasiment inutile. Mais à l'époque, ce n'était pas considéré comme un défaut critique, le Stug n'étant pas prévu pour combattre d'autres blindés. Dans les versions du Stug qui suivirent, le blindage fut renforcé, les optiques améliorées, et une mitrailleuse de toit fut ajoutée contre l'infanterie. Une menace qui s'était déjà révélée dangereuse, à courte portée, lors des premiers engagements. Cependant, les plus grandes modifications restaient à venir. L'été 1941 marque le début de l'opération Barbarossa, l'invasion massive de l'URSS par l'Allemagne nazie. Les Stug retrouvent leur rôle initial, soutenir l'infanterie avec leur puissance de feu explosive à courte portée. Et une fois de plus, ils excellent dans cette mission. Mais les Allemands vont rapidement se heurter à un problème qu'ils n'avaient jamais rencontré à cette échelle, les T-34 et KV-1 soviétiques. Ces blindés représentent un choc technologique puissant pour les troupes allemandes. Lourds, bien blindés et armés de canons puissants, ils arrivent en nombre bien supérieur aux prévisions. Et surtout, les Allemands s'attendaient à tomber sur d'anciens modèles comme les BT-7 ou les T-28, beaucoup moins efficaces. Donc, face aux T-34 et KV-1, l'Allemagne doit réagir vite. Certes, la désorganisation et le commandement défaillant soviétique limitent initialement leur efficacité, mais la menace est réelle et immédiate. Étant donné que le concept du Stug avait remporté un franc succès lors de ses déploiements, les Allemands décidèrent alors de l'adapter et de le faire évoluer. La solution arrive sous la forme d'une refonte majeure du Stug. L'obusier à tube court est remplacé par un canon anti-char de 75 mm, une version modifiée du redoutable PaK-40, adaptée à la casemate du char. Ces Stug modernisés arrivent au bon moment pour contrer les T-34 et les offensives soviétiques. Et là, c'est la révolution. Le destin du Stug vient de basculer. De simple soutien d'infanterie, il devient le chasseur de chars le plus redoutable de la guerre. Et il y a un domaine où il excelle particulièrement, rappelez-vous, les embuscades. Le Stug se révèle parfaitement adapté à la guerre défensive, particulièrement dans les vastes plaines du front de l'Est. Son profil bas lui permet de se dissimuler dans les plis de terrain ou les ruines de villages, d'où il peut décimer les chars soviétiques progressant à découvert. Dans ce rôle, il devient terrifiant d'efficacité. Les soviétiques ont même appris à systématiquement éviter les ruines ou les endroits où les Stug pouvaient se cacher, par peur de tomber dessus.
Lors des batailles majeures de blindés de 1943 et 1944, incluant Koursk et les offensives soviétiques suivantes, le Stug 3 devient l'une des armes de première ligne les plus efficaces de la Wehrmacht. Les rapports allemands témoignent de cette efficacité. Des bataillons de Stug revendiquent avoir détruit 423 chars ennemis en ne perdant que 8 de leurs véhicules. Un ratio victime par perte exceptionnel pour cette période de la guerre. Mais alors, comment expliquer de telles performances? On peut le décomposer en plusieurs facteurs. Premièrement, les tactiques d'embuscade, qui étaient parfaitement adaptées à cet engin, sans compter l'impact psychologique qu'elle produisait sur les équipages soviétiques. Deuxièmement, les Stug bénéficiaient d'un équipage d'artilleurs, des spécialistes habitués au tir de précision, avec une discipline et une expertise inégalées. C'est en grande partie grâce à eux que ces véhicules parviennent à détruire tant de blindés, même dans les conditions les plus atroces et face à des assauts massifs. Les statistiques du Stug donnent le vertige. Il aurait détruit environ 30 000 chars soviétiques au cours de la guerre. C'est plus qu'aucun autre véhicule de combat allemand et plus que n'importe quel type de char allié pris individuellement. Le Stug n'a donc pas volé sa réputation. Il devient rapidement le plus grand tueur de chars de tout le conflit mondial et plusieurs des plus grandes légendes allemandes ont fait leurs armes à son bord. On peut prendre par exemple Michael Wittmann, l'as légendaire aux 138 victoires. Il a d'ailleurs commencé sa carrière en tant que commandant de Stug 3 sur le front de l'Est. Ces Stug chasseurs de chars étaient équipés du même canon de 75 mm que les derniers Panzer IV, mais ils les surpassaient largement en termes de performance. Cette supériorité reposait sur plusieurs atouts décisifs, sa silhouette très basse et discrète, ses optiques de meilleure qualité, mais surtout ses tactiques d'embuscade parfaitement maîtrisées et son équipage d'exception. Entre de bonnes mains et en position défensive, un Stug devient une véritable bête de guerre. Son canon de 75 mm à haute vélocité pouvait percer jusqu'à 90 mm de blindage à 500 mètres, suffisant pour détruire la plupart des chars alliés, y compris les Sherman, Churchill et les derniers T-34. Un peu plus tard dans la guerre, en 1943, après quelques modifications, le Stug atteint son apogée. Pesant environ 24 tonnes, il conserve une bonne mobilité pour sa taille et son rôle. Le blindage frontal passe à 80 mm d'épaisseur, tandis que des plaques supplémentaires sont installées sur les flancs. Sur le terrain, on a même vu certains équipages couler du béton sur la plaque frontale de leur Stug pour y ajouter plus de protection. Ils n'avaient plus rien à voir avec le Stug d'artillerie du début, c'était devenu littéralement l'un des meilleurs outils de la Wehrmacht. Mais malheureusement, cette âge d'or ne va pas durer éternellement, et le vrai point faible du Stug commençait à se faire ressentir. Ses flancs, les fusils anti-chars soviétiques, qui commençaient à se répandre en grand nombre, parvenaient à percer le blindage latéral des chars. Face à cette menace, les Allemands adoptèrent massivement les Schürzen, ces jupes latérales en tôle conçues pour déstabiliser et freiner les projectiles avant qu'ils n'atteignent le blindage principal. Autre point faible majeur, le toit. Il n'était blindé qu'à seulement 10 mm d'épaisseur, laissant le Stug dangereusement exposé aux attaques par le dessus. Que ce soit l'aviation alliée ou des armes anti-chars tirées depuis les étages en combat urbain, ces menaces aériennes vont devenir un cauchemar grandissant pour les équipages. Mais c'était le prix du compromis. Les ingénieurs avaient sacrifié la protection de ces zones au profit d'un blindage frontal renforcé. Le Stug était conçu pour encaisser par l'avant, là où il était censé engager l'ennemi. Malgré ses points faibles, le Stug reste une arme redoutablement efficace et éprouvée. Et face à la pénurie croissante de chars et à l'évolution de la guerre vers la défensive, l'industrie allemande mise de plus en plus sur cette solution plus économique. En effet, un Stug coûte environ 70 000 Reichsmark, contre 100 000 pour un Panzer IV et 300 000 pour un Tiger. En gros, pour chaque Tiger construit, l'Allemagne aurait pu fabriquer 4 Stug. Cette logique économique pousse les Allemands à développer en priorité toute une gamme de chasseurs de chars sans tourelle, le Jagdpanzer, le Jagdpanther et même l'énorme Jagdtiger. C'est de là également qu'émergent tous les projets étranges comme le fameux Sturmtiger, cet énorme obusier de 38 cm monté sur un châssis de Tigre 1. Mais parmi tous ces nouveaux designs, le Stug restera inégalé, tant au niveau du coût de production qu'en performance. Les châssis de Panzer III existants sont de plus en plus dirigés vers la production du Stug, jusqu'à ce qu'apparaisse une nouvelle variante, le Stug 4. Il est monté sur un châssis de Panzer IV, cette fois, avec une casemate légèrement modifiée. Mais alors, pourquoi fabriquer un de ces engins au lieu d'un Panzer IV classique? Avec un Panzer IV, vous avez une tourelle et vous n'avez pas besoin de faire tourner tout le char pour viser. La réponse, c'est beaucoup moins cher à produire. Et surtout, c'est infiniment plus simple de concevoir quelque chose qui peut encaisser le recul d'un canon puissant sans avoir une tourelle qui doit pivoter. Parce qu'une tourelle, c'est un cauchemar d'ingénierie. Des tonnes de mécanique complexes qui doivent résister à des contraintes énormes à chaque tir. Alors que là, avec une casemate fixe, c'est direct, simple et économique. Et en bonus, vous obtenez un profil bien plus bas, donc plus dur à repérer et à toucher sur le champ de bataille.
Et justement, ce succès va provoquer un phénomène inattendu. Rappelez-vous, les Stug appartiennent officiellement à l'artillerie, pas aux blindés. Or, ces artilleurs, habituellement planqués à l'arrière, se retrouvent soudainement déployés en première ligne, à récolter médaille sur médaille pour chaque char détruit. Les vrais tankistes, avec leur Panzer, deviennent rapidement jaloux de ce succès énorme. On appelait même les Stug des aimants à croix de fer. Et quand le commandant des Panzers a tenté de récupérer tous les Stug sous son commandement, les artilleurs l'ont envoyé balader, refusant d'abandonner leurs Stug et leurs médailles aux tankistes. Mais alors, pourquoi le Stug, un engin si efficace et redouté, a-t-il causé la mort de plus de 80% de ses équipages? La réponse tient à leur utilisation. Quand la guerre tourne au désavantage de l'Allemagne, les unités de Stug sont jetées d'une bataille défensive désespérée à une autre. Elles restent mortellement efficaces contre les blindés alliés qui progressent, mais l'issue est généralement la même. Elles tiennent leur position jusqu'à être détruites ou à manquer de carburant et de munitions. Dans ce cas, les équipages doivent abandonner et saboter leur véhicule pour éviter sa capture. Les pertes sont aussi extrêmes à cause du mode de déploiement. Les bataillons de Stug sont constamment déployés d'un point de crise à l'autre pour essayer de colmater les brèches du front allemand qui s'effondre. Cela signifie qu'ils voient répétitivement les pires combats. Souvent, les Stug sont même sacrifiés pour couvrir la retraite de l'armée principale. Ils sont laissés en arrière sans possibilité de repli ni de soutien allié et doivent ralentir la progression ennemie en sachant très bien que ce sera au coût de leur vie. En plus de ça, les Stug sont de plus en plus déployés sur des situations pour lesquelles ils n'ont jamais été conçus. Beaucoup sont envoyés en combat urbain sans soutien d'infanterie et de chars. Certains sont déployés avec peu ou pas de coordination et sans couverture aérienne. Dans ces conditions, les Stug deviennent très vulnérables aux attaques de flanc, aux armes anti-chars portatives et à l'encerclement par des chars alliés bien plus nombreux. Alors il y a aussi un autre facteur technique qui entre en jeu. Contrairement aux autres blindés traditionnels, où l'équipage est plus réparti dans le véhicule, les 4 hommes du Stug sont tous regroupés dans le même espace de combat, la casemate, puisqu'il n'y a pas de tourelle. Résultat, lorsqu'un Stug est touché, tout l'équipage était généralement mis hors combat, d'un coup. Pas d'échappatoire, pas de survivants. La situation empire encore vers la fin de la guerre. Avec l'effondrement des réserves humaines allemandes, les nouveaux équipages arrivent mal formés et déjà démoralisés. Ces jeunes recrues inexpérimentés sont précipités dans des batailles de plus en plus désespérées, souvent sans préparation suffisante ni équipement adapté. Plus tard, vers la fin du conflit, une évolution technologique scelle définitivement le destin du Stug. Ce véhicule, développé dans les années 1930, ne fait plus le poids face aux nouvelles générations d'armes anti-chars que déploient les Alliés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 10 000 Stug sortis des usines, à peine 1300 d'entre eux survécurent au printemps 1945. Ce ratio catastrophique illustre parfaitement la violence des combats auxquels ces machines et leur équipage étaient confrontés. Malgré tout ça, le Sturmgeschütz reste l'un des véhicules de combat les plus redoutables de la Seconde Guerre mondiale, une solution qui a réellement fonctionné au-delà même des espérances. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Tiger et les Panthers, mais le Stug est plus resté dans l'ombre. Presque personne ne le connaît vraiment, et pourtant c'est lui qui détient les records. 30 000 chars ennemis détruits, plus que les Panthers et Tiger réunis. C'est aussi le blindé allemand le plus produit de la guerre, et le plus économique, 4 fois moins cher qu'un Tiger à fabriquer. Bref, le Stug fut une réelle révolution pour le monde des blindés, et cela ne l'a pas empêché d'avoir une fin désastreuse, avec 80% de ses équipages qui n'ont pas survécu. Le plus grand chasseur de chars de la guerre était aussi le plus mortel pour son propre équipage. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour ne pas rater le lancement du projet Casemate, et on se dit à la prochaine.